en 15 minutes, un petit séminaire de rentrée, c'est pas mal. On va pas plomber l'ambiance, mais on va essayer de parler d'un thème qui est assez amusant. C'est qu'on réalise de plus en plus, depuis la protection des données personnelles jusqu'à la protection de l'infrastructure nationale et la dissuasion nucléaire, tout est lié. Voilà. Bon, donc on ne va pas parler beaucoup de l'Ukraine parce que vous en avez beaucoup entendu parler cet été. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est de la vulgarisation. Donc moi-même, il faut toujours savoir qui vous parle. Donc moi, j'ai 65 ans. J'ai fait une carrière dans la chimie aux États-Unis, etc. Puis ensuite, du e-business. Et puis, je suis tombé DSI à l'âge de 50 ans. Donc en informatique, j'en connais assez pour être dangereux, mais pas efficace. Donc je ne suis pas resté très longtemps DSI, vous voyez, j'ai changé assez souvent. Et puis j'ai créé InnoCherche il y a 12 ans pour aider mes petits copains DSI justement à sortir le nez du guidon et à essayer de comprendre la big picture, comme on dit. Alors InnoCherche, maintenant on est sous forme d'association loi 1901 et on a profité, vous voyez, de la loi Pacte pour se redéfinir notre raison d'être, notre mission, notre cible. Donc la raison d'être, c'est décoder les signaux faibles. La mission, c'est la veille transverse sur les usages. Voilà, si vous retenez ça, c'est-à-dire qu'en matière de veille innovation, ce qui compte, ce n'est pas la technologie, c'est l'usage. Okay, et donc, quand on a bien compris ça, on comprend la différence entre une invention et une innovation. Et puis ensuite, en termes de management et de disruption, il faut juste comprendre un concept, c'est la transposition d'un usage d'un secteur à un autre qui crée la disruption dans les écosystèmes, dans les business models, etc. Et troisième point, notre cible, ce sont les veilleurs, c'est-à-dire les 5-10% de la population, quels qu'ils soient, aussi bien sénateurs, etc., qui veulent regarder au-delà de l'horizon, au-delà du résultat trimestriel ou au-delà de la prochaine élection, pour comprendre les signes des temps. Et ça devient de plus en plus urgent parce que ça va très très vite. Et c'est là où on s'aperçoit qu'on touche à tout. Alors pendant une première 10 années, on a fait beaucoup de voyages de veille, on a fait 45, 5 à 10 voyages par an. Donc on était avec Melchior sur quelques voyages. Donc on allait au CES, au SXSW. On allait en Inde, en Chine, en Estonie, en Israël et puis en France. Et puis avec le Covid, ça s'est arrêté. Bouf, hein, le lundi en question. Voilà, on ne voyage plus. Le mardi, j'étais en train de monter la Forclaz là, à vélo, parce que je suis d'Annecy. Et vous voyez ma forme physique, il y avait 3 motards qui m'ont suivi pour m'arrêter. Voilà, je fonçais là. Ah non, j'étais à plus de 500 mètres de chez moi, j'avais pas bien compris les textes, etc. Donc, bon, ils ont été gentils, hein, ils m'ont pas mis en prison, mais retour à la case départ. Voilà. Et puis après, donc on s'est mis à travailler en think tank. Donc InnoCherche, si vous voulez, notre travail de veille, c'est 5 think tanks. Donc sur la Smart City, parce que c'est là où finalement tous les usages se cristallisent. La raison d'être, parce que pour les entreprises, ça devient de plus en plus important. Le retour à l'économie circulaire, parce qu'il faut vous rappeler que depuis que l'homme s'est sédentarisé il y a 25 000 ans, il y a juste 2 siècles d'économie linéaire. Et avant, il y avait 24 000 ans d'économie circulaire. Donc on est quand même fait pour l'économie circulaire, pas l'économie linéaire comme on la connaît depuis 2 siècles. Ensuite, on va parler de la cybersécurité. Et là, on vient de créer Metaverse, parce que c'est un mot à la mode, mais c'est plutôt dans l'angle souverainiste, Web 3.0, comment reconstruire un web où, finalement, nous ne sommes pas le hamster dans la cage, mais le web est au service de nos besoins propres. Donc, je ne sais pas si vous avez lu, mais lisez-le, le bouquin de Zook, I've been Zooked, Roger McNamee. Donc, c'est assez important de lire ce bouquin, ça fait date. Et donc, qui explique, c'était un conseiller de Mark Zuckerberg qui a complètement viré sa cutie et qui explique que le business model du Web 2 tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec les GAFAM, etc., ça devrait être interdit, puisque le business model, c'est l'exploitation de vos données personnelles à vos dépens pour vous manipuler. Donc, c'est parfaitement connu, etc., etc. Donc, voilà. Donc, on va parler cyber pour réjouir un peu l'ambiance. Alors, je clique. Il faut que je clique comment ? Je clique. Vous voyez, quand on a touché à l'informatique, ça bug tout le temps. Ah, voilà. Donc, de information automatique, je vous rappelle, c'est ça. Informatique, c'est information automatique. Quand j'étais petit, en 1980, on parlait d'informatique. À cyberguerre.
Vous voyez, donc en 40 ans, paf, passe de rien. Et donc, c'est pour vous montrer la contradiction première dans l'informatique, c'était un système pour partager de l'information. Et maintenant, on déconstruit tout pour dire attention, il ne faut pas partager. Attention, il faut remettre des garde-fous parce que c'est complètement dingue. Non seulement on vous manipule, mais on vous casse la figure et on vous tue. Donc, voilà, il faut arriver à un diagnostic partagé. Donc, on sort de 40 ans d'informatique partout, 30 ans d'Internet, etc. Puis on arrive à la génération Y qui a le moral dans les chaussettes ou en bas du slip, comme ici. Et puis, donc, on veut tout remettre en cause. Donc, vous voyez, en matière de cybersécurité, si vous retenez qu'une seule chose, c'est que vous devez faire de la cybergym. Donc, c'est les Israéliens qui sont très forts là-dessus, qui disent, voilà, est-ce que tu es blanc, est-ce que tu es noir? Ils vous regardent droit dans les yeux, tu es sûr que tu es blanc, hein, sinon je ne t'aide pas. Mais si tu es blanc, bah, écoute, on va t'aider à faire de la cybergym. C'est-à-dire, tous les 3 mois, on prend tes membres du COMEX et on leur fait une petite crise simulée. On les réveille à 5 heures du matin en disant, voilà, la colonne distillation numéro 4 ne marche plus. Ça commence à bouillir très fort. On a perdu le contrôle. On vient de nous demander 5 bitcoins. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, scénario de crise, on déroule. Et puis ensuite, on débrief. On dit, non, tu as eu tort. Tu aurais dû lâcher les 3 bitcoins qu'on t'a demandé. Tu as eu tort en communication. Tu aurais dû parler à 8h30 et pas à 9h15, etc., etc. Donc, sachez que ça devient de plus en plus sérieux. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais ça, ces petites boîtes-là, ça s'appelle des SCADA. Donc, dans l'industrie chimique, on en a mis partout. C'est-à-dire qu'il était une fois, on avait des grands outils qui avaient des systèmes de contrôle, puis on les a connectés à Internet, parce que c'était facile plutôt que se déplacer pour aller voir ce que l'outil faisait, mais en même temps, on a mis potentiellement des fragilités. Donc ça, c'est la base des défaillances. Bon, tout ça sort avec les rapports Mueller. Hein, c'est l'ami Zuckerberg qui dit, quand on l'accuse d'avoir été le cheval de Troie de Poutine dans l'élection de Trump, sa réaction, c'est pretty crazy. This is pretty crazy. Et ensuite, dans tous les hearings, prenez la carrière de Mark Zuckerberg, tous les ans, c'est I am sorry, I am sorry, I am sorry. Avec un grand sourire. Ça veut dire fuck you, quoi. Je m'en fous. Voilà. Alors, Sésame, on en a parlé, le social score. Donc, il faut aller en Chine pour comprendre ce que c'est. Et c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et nous, dès le début du confinement, on a vu le débat liberticide. Et nous, ce qu'on a regretté, c'est qu'il n'y ait pas eu de débat. C'est qu'on a imposé une solution en disant on vous met en confinement, d'accord, à domicile. Alors avant, c'était réservé aux supposés coupables comme Carlos Ghosn. Hein, tu restes à la maison, voilà, tu ne peux pas sortir. Voilà, paf. Puis tous les Français, hein, dégré, paf, dimanche soir, tu ne peux plus sortir. Ouah. Et donc, c'est assez extraordinaire. Bon, en Chine, c'est plus subtil. Alors, si vous avez suivi le zéro Covid chinois, potentiellement, c'était une solution qui marche bien en termes de contrôle, mais qui ne marche pas sur le long terme en termes de gestion d'une pandémie. Et ça, c'est le gros problème en ce moment. Et, oui. Et le dernier point, c'est ça, si vous voulez dire, cette couverture-là, ce qui est important, c'est juillet 2010. C'est cyberguerre. Donc, il ne disait pas à l'époque, ça y est, la prochaine guerre sera une guerre cyber. Il disait, non, nous sommes entrés en cyberguerre. Donc, c'était juste après l'attaque de la CIA et du Mossad sur les centrifugeuses iraniennes. Voilà, donc je te pète la gueule à distance. Et ça, c'est ce qu'on vit depuis 12 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Nous, on fait de la vulgarisation. Et vous allez voir, même si vous n'êtes pas informaticien, vous allez comprendre que voilà, il y a 5 types de cyberattaques. Next, voilà. Donc, il y a l'espionnage. Bon, l'espionnage, il y en a eu tous les temps. Je te vole tes données, tes plans, tes machins, tes données de clients, etc. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie sociale. Hein, je me fais passer pour qui je ne suis pas. Et c'est facile, hein, parce que vous allez sur LinkedIn, je vois tous vos copains, je modifie un peu les adresses e-mail, en disant, voilà, je suis le directeur financier, verse-moi ci, verse-moi ça, ingénierie sociale. Donc, ça commence dans les années 2000. Et puis là, on est allé très vite. Ensuite, il y a le chantage, donc l'encryptage, les ransomware. Donc, c'est Petya, 2016. Donc, vous vous rappelez, hein, toutes les guerres, annexion de la Crimée, la guerre en Ukraine, etc. Ensuite, il y a tous les fake news et la manipulation.
Donc, lisez le rapport Mueller et puis l'histoire du Brexit avec Farhad. Donc voilà, donc c'est quand même assez extraordinaire que c'est prouvé maintenant qu'on arrive à manipuler des gens pour arriver à un résultat. Sachez que l'effort de Poutine sur l'élection de Trump, c'est le coût d'un avion de chasse. D'accord ? Donc c'est pas énorme. Et avec un avion de chasse, se regagne la main au Moyen-Orient. C'est moi qui ai les clés de la solution au Moyen-Orient et les Américains se tirent. Okay ? Donc voilà. Ensuite, il y a le hacking. Donc c'est les détournements d'objets. Donc avec l'Internet des objets, l'IoT, ça devient très important. Donc c'est Snowden qui révèle tout ça en disant ben non, ce que tu crois être ta caméra, je peux la hacker. Ta caméra vidéosurveillance, je la manipule à distance. Je prends ton objet, je prends ton smartphone, etc. Donc ça commence à être connu. Et puis voilà, ça c'est plus inquiétant et on est en plein dedans. C'est la destruction, c'est l'acte de guerre. Je te détruis tes infras. Alors on le voit tous les jours. La guerre en Estonie, 2007. L'Estonie, c'est quand même le plus bel exemple en matière de digital, gouvernance digitale. J'espère, monsieur le sénateur, que vous y êtes allé parce que c'est quand même très instructif. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Estonie en 2007 ? Donc, les Russes étaient partis après la chute du mur de Berlin. Et puis là, donc, il y avait la même chose qu'en Ukraine. Une communauté russophone qui est restée de 400 000 personnes. Et puis, ils ont le malheur de déménager une statue du soldat libérateur russe, etc. Et ça crée un émoi. Et le gouvernement russe en profite pour lancer une attaque de denial of service sur l'infrastructure administrative du pays. Je vous rappelle qu'en Estonie, toute l'administration est digitalisée. Il n'y a que 2 actes que vous ne faites pas, et c'est un choix, c'est le mariage et la vente de la résidence principale. Voilà. Et ensuite, Sputnik, CIA, Mossad 2010, okay, où j'introduis un virus dans tout le pays qui arrive par une clé USB sur les ordinateurs de la centrifugeuse, qui fait tourner la centrifugeuse comme ça et casse les centrifugeuses. Je te casse la gueule. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Pardon, j'ai été un peu vite. Vous voyez, il y a Petya, qui était l'outil où je fais du ransomware. J'encrypte vos données et si tu ne me donnes pas des bitcoins, tu ne peux pas les récupérer. Et puis, il y a NotPetya à partir de 2017 et très fort en 2022 en France, on n'a pas parlé. C'est je te casse la figure. Je te casse ton business. D'accord ? Donc là, malheureusement, j'ai un bon ami qui a une ETI qui a été soumis à ça. Donc c'était il y a 6 mois. Négociation avec le GIGN. Le GIGN lui dit non. Il demande 10 bitcoins juste pour révéler que c'est bien eux qui ont fait l'attaque. Donc ils veulent pas te redonner tes données, ils veulent te casser la figure. Donc, perte de tout son informatique pendant 3 mois. Donc, les usines à l'arrêt, tout à l'arrêt. Et grâce à Dieu, HP a réussi à désencrypter, mais ça a mis 3 mois. Et puis là, ils sont en train de voir s'ils meurent ou s'ils ne meurent pas, parce qu'ils n'ont plus de comptabilité, ils sont filiales d'un groupe coréen, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est votre sujet. Et maintenant, on va parler de référentiel et on va finir les référentiels. Nous, chez InnoCherche, on donne un référentiel. C'est-à-dire, c'est une ligne éditoriale, c'est des convictions fortes qu'on affiche pour aider les gens à comprendre les choses. Donc, même si vous n'avez pas compris tout ce que je vous dis, on va vous dire des do and don't, des must-have, etc. Et de temps en temps, on est obligé de changer parce que les choses changent, et notamment avec SolarWinds en 2020. Eh bien, il y a un monde avant SolarWinds et il y a un monde après SolarWinds. Alors, c'était quoi SolarWinds ? C'est un software dans le millefeuille de Microsoft 365. Microsoft, c'est une vieille boîte informatique qui croit que, à l'époque, c'était connu, c'est la théorie du fromage de gruyère. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas avoir de trous, vous mettez beaucoup de couches et comme ça, vous espérez que les trous du gruyère ne vont pas s'aligner. D'accord ? Et donc, dans la solution 365, il y avait SolarWinds, lequel SolarWinds a été infesté avec un virus dormant, lequel virus dormant est rentré au département au Trésor américain et ils étaient à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts, et ça s'est découvert par accident, de contrôler le Active Directory. Donc ils étaient à 2 doigts de pouvoir envoyer un mail à tous les citoyens américains en disant ici le département au Trésor, My dear Bertrand,
You owe me $52 for your tax. Oh shit. Et puis il aurait récupéré $52, $53, etc. etc. Puis, tout ça, ça faisait des milliards. Et donc, ça, c'était au CES, janvier 2021, où il y a le président de Microsoft. Donc, quand vous entendez le mot président, ce n'est pas le gars que vous connaissez, c'est le Chief Legal Officer qui monte sur scène en disant on ne peut plus y arriver, à vous les gouvernements de redéfinir les règles du jeu, parce que ça, vraiment, on n'y arrive pas. Et ça, c'est très important parce que ça montre que depuis la protection de mes données personnelles jusqu'à la défense de mon infrastructure, tout est lié, y compris la dissuasion nucléaire. Alors, on va revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, bien, voilà. 2017, changement de doctrine d'engagement de la force nucléaire aux États-Unis, hein, tout à fait officiel. Donc, c'était préparé par Obama et confirmé par Trump. Et la nouvelle doctrine dit qu'une attaque sur mon grid, mon réseau électrique, qui aux États-Unis n'est pas très, très fort, peut être considérée comme une prémisse d'une attaque nucléaire. Et donc, je me réserve le droit, en termes de dissuasion, de répondre par une attaque nucléaire. Tu attaques mon grid électrique, pouf. Et pourquoi? La logique, c'est que 10 minutes après une attaque sur mon grid, je ne suis pas sûr que le bouton rouge sur le bureau de Trump ou d'Obama, qui déclenche une série de process qui va envoyer l'arme nucléaire, et tous ces process consomment de l'électricité, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc, je ne vais pas attendre 10 minutes. Et potentiellement, pour te dissuader de faire ça, je te dis, si tu fais ça, je te tape sur les doigts. Donc maintenant, vous suivez la guerre Ukraine, les déclarations de Poutine, etc. Et vous commencez à comprendre un petit peu mieux. Alors, maintenant, on revient à vous. Donc, on va dire, avant SolarWinds, on avait un référentiel avec 6 convictions, 6 messages forts. Bon, des escrocs, etc., du vol, il y en a eu dans tous les temps. Bon, il n'y a rien de nouveau. Mais ce qui est gênant, c'est qu'on arrive vers une menace physique. Donc, je te pique plus tes data, je te pique plus ton argent. Éventuellement, je te casse la figure et je fais sauter ton pays. Ça, c'est issu du manifeste cyber, c'est que votre espace digital, qui va jusque vos caméras vidéo, vos machins, tout ce qui est connecté sur Internet, qui sont la propriété de votre entreprise, est un territoire à défendre, ce qui veut dire que vous êtes légalement responsable. Hein, si je hack vos caméras et que je lance à partir de vos caméras une attaque en denial of service sur votre concurrent, sur n'importe qui, le mec peut vous attaquer. Donc faites de la cybergym, on l'a vu. Nous sommes en cyberware, on l'a vu. Et à l'époque, avant SolarWinds, on disait, tata, allez, vas-y petite. Voilà. Merde. Soit tu joues en première ligne, il faut revenir en arrière. Voilà. Voilà. Oh là là. Bon. Une fois. Voilà. Donc on disait avant, c'est tellement compliqué ce truc-là que vous, PME, ETI, tu ne vas pas te payer les super RSSI à $1 million. Ils vont tous aller chez Google, Amazon, etc. Donc finalement, soit tu joues en première ligne, soit tu ne joues pas. Donc c'était une tendance à externaliser ces soucis-là vers les GAFAM, vers les grands, vers les Microsoft, vers les machins. Je ne comprends pas, c'est trop compliqué, vas-y. Et là, avec SolarWinds, donc on y est là, eh bien, on arrive à changer le référentiel, tout d'abord en disant tout est lié. Donc il y a des failles partout sur votre hardware, votre software, votre 5G, votre password, l'ingénierie sociale. Il y a une souveraineté à reconquérir, ça c'est le débat autour de Huawei, etc. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu un petit épisode avec Macron en même temps. En novembre 2019, il y a une interview The Economist où il est en première page, et c'est là où il prononce cette phrase que l'OTAN est en mort cérébrale. Et ensuite, il pose la question de la cyberdéfense et de la souveraineté du pays en disant « Je pose la question de la préservation de la souveraineté nationale avant le déploiement de la 5G au Conseil de l'Europe et personne ne peut me répondre. » C'était à l'époque où on parlait beaucoup Huawei, etc. Donc nous, on se dit « Génial, il a compris, il est sérieux. » Mais paf, en même temps, 10 mois plus tard, il sort la petite phrase « Je ne suis pas un Amish, on va déployer la 5G. » Ah, nous, on se dit, génial, il y a quelqu'un qui lui a donné la réponse à la question préalable de la perte de la souveraineté. Et la réponse à la question préalable, c'est que, oui, du Huawei, il y en a partout.
Ok, donc c'est vachement dur, donc on ne peut pas vous la donner, cette réponse, mais quand même la 5G, c'est pas mal, etc., etc. Donc on n'a répondu à rien et on continue un petit peu comme avant. Donc, le truc qui est évident, c'est de la fin de la Global Tech. La Global Tech, c'est ce que vous avez dans votre poche, ce qui s'appelle un smartphone. C'est un beau symbole de la Global Tech, où il y a des petits bouts qui viennent de Californie, de Chine, de Taïwan, etc. Je finis. Et donc, on arrive avec ça et on dit, non, finalement, c'est l'État qui est tiers de confiance. On m'a coupé. Donc, ça veut dire qu'il ne faut plus donner les clés de votre défense cyber à un prestataire informatique, puisque maintenant, la dissuasion d'une attaque cyber, elle passe par la dissuasion nucléaire. Et comme ça ne vous a pas échappé que dans l'Europe actuelle, la seule puissance nucléaire, c'est la France, normalement, on devrait avoir un système de cyberdéfense européen sous la fameuse ombrelle des dissuasions nucléaires françaises. Voilà, donc c'était un petit paysage léger pour introduire le sujet. Merci beaucoup.